tous et bienvenue dans cette 40e émission en direct sur notre page Amix Réflexion. Comme d'habitude, je le répète chaque semaine, mais pour ceux qui n'ont pas la chance de nous voir en live, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver les rediffs sur notre chaîne YouTube ou sur amixreflexion.com, aussi simple que ça. J'en vois un en face de moi qui a le sourire, on est une belle brochette ce soir, il a le sourire parce qu'il revient de Paris, malgré quelques galères, on a eu du mal à monter, on a eu du mal à redescendre, mais nous voilà, et Blaise, comment tu vas? Ça va très très bien, ouais. Tu l'as dit, pas mal de galères au Supercross de Paris. Alors pas dans l'enceinte du Supercross même, mais plutôt pour y arriver et pour repartir. Sinon, ça s'est très très bien passé ce week-end. Je suis très content de retrouver tout le monde, très content de retrouver des pilotes sable ce soir. Ça va parler un petit peu sable, donc on va parler de ce sujet-là. On va parler aussi du Supercross de Paris. On va revenir en détail un petit peu sur tout ce que l'on a vu en inside, ce que les pilotes nous ont montré au niveau de leur niveau. Et justement, nos invités du soir étaient présents ce week-end, donc on va parler de tout ça. Mais avant de parler de Supercross, je te laisse les présenter, Nico. Ouais, tout à fait, là, comme tu disais, il y a du grain de sable au mètre carré ce soir. Je pense que ça va te donner envie de faire le Touquet Blaise dans pas très longtemps. On a même un vainqueur en face de nous, vainqueur du Touquet, champion de France des sables. C'est Damon Martens. Et nous avons aussi avec lui l'invité surprise, Maxime So. Comment ça va, les gars? Ouais, ça va super bien. Voilà, on est descendu dans le sud de la France pour s'entraîner un peu, changer un peu du nord et profiter un peu du soleil. Donc voilà, tout se passe super bien. Et puis voilà, on prépare les prochaines courses. Bah, Ouais, je suis. ça va, du coup, nos accents du sud vous dépaysent pas trop si vous êtes sur Osegor. Ça... Non, ça va, on commence à s'y habituer. Ouais. Donc expliquez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous en ce moment au niveau de la préparation. Alors vous nous avez dit que vous êtes basé chez Bud, c'est ça, juste pour la semaine ou vous êtes là un peu plus longtemps, comment ça se passe? Moi, je vais rester là jusqu'à la course de Saint-Léger, m'entraîner. Et, après, on va rester entre les deux courses de Saint-Léger et Osgore pour s'entraîner aussi. D'accord. Donc, ouais, moi, par contre, faut que je vais remonter dimanche soir pour redémarrer ma moto de course pour Saint-Léger. Et après, pareil, entre Saint-Léger et Osgore, on va rester dans le sud et profiter des autres circuits d'entraînement. D'accord. Vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre les circuits d'ici, niveau sable, et les circuits de chez vous ou pas? Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la différence? Moi, en étant un pilote qui est, on va le dire, novice dans le sable, j'ai rarement roulé dans le sable, je roule tout le temps que sur la terre. Je vois qu'il y a une différence entre le sable noir et le sable de plage tel que vous avez à Loun. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette différence-là? Nous, on a surtout l'habitude de s'entraîner à Lune Plage, d'habitude, juste à côté de chez Dragon Tech, où on s'occupe de nos motos. Et de descendre dans le sud, ça fait du bien de voir d'autres choses et pour préparer, on va dire, la course de Saint-Léger, c'est toujours bien de s'entraîner dans du sable noir qui est complètement différent de Lune Plage. Et on va dire pour Osgore, du sable blanc, c'est toujours top de rouler dans des bonnes conditions et puis dans du bon sable. Ouais, niveau pilotage, vous changez quoi du coup dans ce sable-là? Le sable jaune est un peu plus lourd que le sable noir ou il y a quoi en fait de différent au niveau du pilotage? Il faut être un peu plus solide, on va dire, sur la moto. Il faut vraiment être solide sur les épaules parce que c'est vraiment mou, mais sinon, à part ça, pas grand-chose qui change. D'accord. On a une question déjà sur le live, c'est pour toi, Maxime. Donc c'est Vincent qui nous pose cette question. Il nous demande qu'est-ce que t'apporte le plus Damon au sein du team, pardon. Maintenant, on n'est plus dans le même team. Depuis cette année, je suis rentré dans mon team d'enduro qui m'ont fait une proposition pour la saison de sable avec qui ça se passe super bien. Mais avec Damon, on est super copains et on s'entraîne tout le temps ensemble et c'est toujours bien de se tirer ensemble. Il y a des journées où je suis un peu meilleur que Damon, d'autres un peu moins et en fait, on se tire à chaque fois comme ça et c'est ce qui fait évoluer le truc. Pour moi, il n'y a pas de rivalité, pas de jalousie entre vous deux. C'est toujours une relation assez saine. À l'entraînement, c'est toujours comme ça. Après le jour de la course, c'est sûr que on doit plus être copains, mais franchement, après la course, on est vraiment des bons copains et on s'entend super bien. Et justement, pour une préparation, là, en fait, vous vous préparez vraiment au championnat sable ou vous vous préparez principalement pour le Touquet? Comment ça se passe en fait? Est-ce que les courses pré-Touquet, ça vous sert simplement pour la préparation ou est-ce qu'il y a un championnat quand même qui se joue et c'est tout aussi important que le Touquet? Je pense que les 10 premiers veulent juste une chose, c'est se préparer pour le Touquet et gagner le Touquet.
on est tous là pour la même chose. Après le championnat, on n'y regarde pas trop, mais c'est sûr que les courses de préparation nous aident déjà pour la distance des manches, parce que c'est des manches entre 2h30 et 3h. Après, avec le monde sur la piste aussi, parce que c'est pas facile, il faut savoir bien gérer ça aussi. Mais sinon, voilà, les courses de préparation restent les courses de préparation et il faut être présent le jour J au Touquet. Justement, dans la préparation pour le Touquet, vous vous préparez comment, vous, physiquement, puisqu'on sait que c'est un effort long. Est-ce que vous faites, on va dire, 90% de moto et 10% de physique, ou au contraire, est-ce que vous arrivez dans la semaine à partager la partie moto et la partie physique, ou même à faire du physique les mêmes jours que la moto? Comment ça se passe pour vous? Après, comment ça se passe? Ça dépend un peu des pilotes. Il y a des pilotes qui aiment passer énormément de temps sur la moto et faire un peu moins de sport. Et d'autres pilotes, ils essayent de varier les deux. Moi, voilà, j'essaye de varier les deux parce que toujours sur la moto, c'est pas tout le temps agréable, surtout quand il y a des coups mous. Donc voilà. Puis après, c'est sûr qu'il faut énormément travailler le fond, parce que voilà, c'est des épreuves de 3 heures, donc c'est vraiment un très gros effort. Donc voilà. Après, je pense que tous les bons pilotes ont chacun leur préparateur. Et voilà, on fait confiance à ces personnes-là et qu'ils essayent de nous amener juste qu'on soit au top le jour du Touquet. Voilà, comme j'ai dit, les courses de préparation, ça sert à préparer. Et voilà, puis après, d'année en année, on sait où sont nos points faibles. Donc voilà, on peut remédier ça dans la préparation physique. Ouais, j'ai une question pour toi, Desmondes. Au niveau du Touquet, donc toi, tu l'as déjà gagné. Est-ce que l'année suivante, défendre son titre, tu avais plus de pression en allant avec la plaque numéro 1 que voilà, peut-être maintenant t'es pas le vainqueur de la course de l'année dernière, quoi. Avec de la on aimerait bien refaire pareil, mais voilà, ça reste un Touquet, il peut se passer énormément de choses. Et voilà, chaque année, c'est pas du tout pareil. Et voilà, là, cette année, j'y étais, j'étais blessé, je m'étais fait mal à Osgore. Donc voilà, j'étais pas au top mentalement. Et voilà, ça s'est ressenti directement. Donc voilà, maintenant, cette année, le niveau a bien évolué. Et donc voilà, c'est cool, les marques reviennent aussi. Donc voilà, et puis comme ça, ça nous permet encore plus de progresser, de rouler avec des bons pilotes. Puis voilà. Et toi, du coup, Maxime, on sait que tu es jeune, tu as 20 ans si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ça, et à 20 ans, tu as quelles ambitions, on va dire, pour le Touquet? Est-ce que tu te vois en top 3, top 5, top 10 et tu aimerais, toi, bien sûr, tu aimerais dans l'idéal faire quoi, mais le gagner, bien sûr, pardon, mais tu te vois plutôt sur le podium, plutôt dans le top 5, dans le top 10? Explique-nous un petit peu comment tu vois, toi, ton Touquet qui arrive là. Cette année, mes ambitions sont un peu plus à la hausse comparé aux années précédentes et cette année, je me prépare vraiment pour me rapprocher du podium, voire même gagner. Après, on verra comment se passe la course et les autres courses à venir. Mais je pense à que toutes les courses pour m'entraîner et progresser à chaque course et me rapprocher du podium ou de la victoire, même sur une course avant le Touquet. Et justement, vas-y Nico, pardon. Ouais, je dis justement, tu parlais de l'âge. Bon, Maxime, tu es un petit peu plus jeune que Damon, mais comment est-ce que vous avez un pilote modèle? C'est Vincent qui pose cette question. Est-ce que maintenant vous faites partie des meilleurs? Donc je ne sais pas si vous pouvez encore avoir des pilotes modèles, notamment dans le sable, mais sinon, avant d'être au top du top, qui étaient vos pilotes modèles? Moi, avant d'être, on va dire, à ce niveau-là, mon pilote modèle, c'était un peu Timothée Potsek, qui roulait super bien et tout ce qu'il a fait, c'était vraiment, vraiment top. Ouais. Et moi, pareil, Timothée, c'était vraiment un bon pilote dans le sable, super rapide. Et après, il y a eu Jean-Claude Mousset et Adrien Van Beveren qui, voilà, je pense que ces deux personnes, c'est pas parce qu'ils sont pilotiens, mais voilà, deux personnes qui sont vraiment très forts dans le sable. Et Jean-Claude, même avec l'âge qu'il avait, il faisait encore de très belles choses. Puis voilà, Adrien, qui a fait aussi des bonnes choses aussi, et maintenant qui est sur le Dakar. Voilà, c'est sur qui je regardais beaucoup. Les mecs sont morts, ils ont cité que des pilotes. Il y a du bleu partout sur l'écran. On voit que c'est très très professionnel. Mais justement, j'allais venir à ça, moi. Cette Yamaha, on a l'impression que c'est une moto très puissante. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la meilleure moto dans le sable? Oui, c'est pas parce qu'on roule Yamaha ou quoi, mais
franchement, c'est une très bonne moto qui marche vraiment bien. Et puis, on a l'équipe de Dragon Tech derrière nous qui bosse vraiment dur pour nous donner la meilleure moto à chaque course. Donc, franchement, on est fiers de faire partie de. Il faut une moto comment du coup dans le sable, sans parler du Yamaha ou quoi, mais si vous aviez une autre moto, vous la prépareriez comment pour qu'elle soit vraiment adaptée au sable? Après, toutes les motos sont différentes, donc ça dépend de la moto. Mais après, franchement, surtout avoir de bonnes suspensions et c'est surtout ça, on va dire, le principal problème pour avoir une bonne moto dans le sable. Et moi, j'aimerais rebondir sur ça. On parle beaucoup de sable. Est-ce que vous vous entraînez? Bon, toi, Maxime, je crois que tu t'entraînes pas mal dans la terre. Et toi, Damon, est-ce que le reste de l'année, tu te reposes plutôt et tu t'amuses dans la terre ou est-ce que tu roules que dans le sable? Comment ça se passe pour toi, Damon? Non, non, ben moi de base, je suis un pilote de terre, donc voilà, je fais pas que du sable. Du sable, je suis venu à faire ça parce que, ben voilà, pour essayer de garder la forme pour rouler dans la terre. Et au final, ben, j'ai vu que ça marchait bien, donc je me suis orienté vers ça. Mais non, non, je roule toujours dans la terre. Cette année, j'ai fait un peu d'élite, j'ai fait un peu d'Europe 300. Voilà, j'essaie de garder toujours un contact avec la moto. Et puis ça me permet au moins de voir autre chose aussi, parce que rouler que dans le sable, enfin, c'est pas facile quand tu fais que ça. Donc voilà, et puis après, je pense que pour rouler bon aujourd'hui dans le sable, enfin, voilà, essayer de prendre le maximum de vitesse dans la terre. Et voilà, donc moi je fais les deux. Ouais. Et justement, on a parlé de sable, on a parlé de terre, et je voulais en venir au Supercross. Est-ce que c'est une discipline qui vous intéresserait à vous? Bah, moi, quand j'étais plus jeune, j'en ai toujours fait du supercross. J'ai fait le championnat de France 85, 125, 125 et un petit peu de SX2 aussi il y a 3 ans de ça. Et puis de temps en temps, j'ai une piste d'entraînement derrière l'entreprise à mon père. Du coup, j'en profite pour en faire un tout petit peu. Alors, juste en entraînement. Et c'est quelque chose que tu penses arrêter et te consacrer principalement au sable, ou au contraire, est-ce que tu pourras y revenir plus tard au Supercross? Oui, j'y pense dans un coin de la tête, mais pour l'instant, mon premier objectif est d'être le meilleur dans le sable et enfin, de gagner le Touquet dans les années à venir. Et puis après, pourquoi pas rebasculer là-dedans. Ouais, clairement, on a l'impression que pour être bon en supercross, il faut faire que du supercross. Pour être bon dans le sable, il faut faire que du sable. Vous pensez que les deux, c'est quand même compatible ou pas? Ou du fait que ben, les dates, beaucoup de courses tombent en même temps, c'est pas possible du tout. Ouais, c'est vraiment deux disciplines complètement différentes. Les courses de sable, c'est des durées de 3 heures. Et le supercross, c'est plus du cardio, donc voilà, des manches plus courtes. Et voilà, c'est pas facile d'avoir des circuits d'entraînement pour le supercross si on n'a pas sa piste à soi. C'est compliqué, il faut beaucoup d'entraînement aussi, comme dans le sable. Donc voilà, c'est deux disciplines qui sont presque impossibles à faire les deux. Ouais, justement, j'ai une question là de Florian qui nous demande est-ce que vous pensez qu'un pilote de GP comme Erlings ou Koldenhoff pourrait venir au Touquet dans quelques années? Alors, on a vu Koldenhoff, si je ne me trompe pas, à la Red Bull. Du coup, est-ce que vous pensez que ces pilotes-là pourraient être intéressés par le Touquet? Ouais, je pense qu'ils peuvent être intéressés dans l'avenir. C'est une course qui prend énormément d'ampleur et voilà, on voit pas mal de mecs de GP qui commencent à arriver. Donc ouais, pourquoi pas dans l'avenir avoir les top pilotes mondiaux au Touquet. Et par rapport à la performance du coup de Koldenhoff à la Red Bull, est-ce que tu penses toi, Damon, que Erlings pourrait faire très très mal au Touquet ou au contraire, est-ce que c'est tellement spécifique qu'il aurait des difficultés peut-être par rapport à la durée de la manche, par rapport à la texture, je sais pas. Non, non, bah, je pense il serait devant facile. Hein. Il a pu nous prouver sur les Grands Prix ou même aux Nations que enfin, voilà, c'est l'homme à battre, c'est lui le plus rapide au monde. Donc non, il serait devant après. Enfin voilà, au Touquet, on est 1000 pilotes et c'est toujours ça le problème de pas endommager la moto en tombant bêtement un radiateur ou un levier. Donc voilà, c'est plus ça, mais sinon en vitesse, ouais, il est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Ouais, exactement, il y a tous les paramètres là côté en fait qu'il n'y a pas sur un GP. La durée de la manche, les autres pilotes, la casse mécanique, c'est vrai qu'il y a plus de paramètres qui font que la course est peut-être un peu plus aléatoire que sur une manche de 35 minutes. Quoi. Ouais, voilà. On a une question de Paul qui n'a rien à voir avec toutes les questions d'avant, mais c'est pour ça que je la pose. Il demande si vous préférez le 2 temps ou le 4 temps. Et quand on parle de motocross, il faut parler de 2 temps, sinon certains se fâchent. La 2 temps, c'est toujours, on va dire, la bonne école avant de passer au 4 temps, mais c'est toujours fun de temps en temps de rouler avec une 125 ou quoi, c'est toujours cool. Vous pensez que pour progresser,
le système français est bien, c'est-à-dire passer par la case junior avec des 125 de temps, ou maintenant c'est un petit peu obsolète et il vaudrait mieux se calquer sur le système américain où beaucoup de pilotes sautent du 85 au 2,5-4 temps. Ouais, ça dépend aussi parce que Max a fait du 125 junior et moi je suis passé de la 85 à la 2,5 4 temps. Donc voilà, on pourra avoir les deux avis, mais voilà, le 125, il faut avoir un pilotage assez agressif pour rouler vite. Et moi, j'avais pas ce pilotage-là. Donc on a préféré de faire l'option de rouler avec la 2,5. Donc voilà, mes premières années, j'ai roulé en Belgique avec la 2,5 parce que la limite d'âge me le permettait. Et voilà, aujourd'hui, on est au même point. Donc c'est la question. Voilà, la question à se poser, oui et non. Après, il faut voir au pilote. Ouais, ça dépend vraiment des pilotes, des gabarits aussi peut-être. Ouais, des gabarits aussi. Après, c'est sûr que je suis pas gros, j'étais pas grand. Donc voilà, sur la 125, il fallait être un peu costaud. Et voilà, j'avais pas ce pilotage-là, donc on a décidé de passer tout de suite en 2,5. Et moi justement, j'avais une question par rapport au Touquet, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de pilotes qui galèrent financièrement en motocross, que ça soit en élite, que ça soit même en supercross, on en a certains qui partent en Allemagne, parce qu'ils ont un peu plus de facilité à trouver des guidons là-bas. Quand on fait une saison de sable, quand on fait le Touquet, est-ce que vous pensez, enfin vous allez me le dire, est-ce qu'au niveau financier c'est mieux que par exemple au championnat de France élite, vous qui faites justement toi Damon qui a fait un peu des deux? On va dire que pour gagner sur le podium et après à l'élite, voilà, on gagne un peu d'argent, mais si on n'est pas dans les 3 premiers, c'est compliqué aussi. Donc voilà, faut avoir la chance. Même pas au niveau financier, on va dire au niveau sponsoring et aide, tu vois, de la part des partenaires. Est-ce que tu penses que c'est mieux le Touquet ou le championnat de France élite? On va dire pour une même place, on va dire aller pour un top 5 élite et pour un top 5 Touquet. Ouais, je pense qu'on a plus facile à trouver des partenaires pour faire une saison de sable et un bon Touquet que pour faire le championnat de France élite. D'accord. Nico? On a Elodie, notre fan de sable, qui nous demande quelle est votre course préférée hors Touquet en championnat de France des sables. Moi, j'apprécie beaucoup la course de Osgore. C'est toujours fun de rouler là-bas. Faire la fête après, nous aussi, on aime bien. Non. Non, c'est pas la bonne période pour vous, c'est sûr. Mais En tout cas, oui, non. On peut couper. on était à peine coupé, c'est bon, c'est revenu. Du coup, attendez, parce que j'avais pas mal de questions. Vincent, notre spécialiste du sable aussi, qui veut faire venir Blaise au Touquet chaque semaine, il nous demande, pour toi, Damon, si tu devais choisir entre être championne de France de sable ou gagner à nouveau le Touquet, ça serait quoi entre les deux? Est-ce que c'est plus prestigieux de gagner qu'une seule course, mais la course mythique du Touquet, ou le championnat complet? Ouais, c'est plus mythique de gagner un Touquet. D'accord, ouais, c'est vraiment sans hésitation, quoi. Ouais, sans hésitation. Après, médiatiquement, elle est vraiment, vraiment connue. Voilà, dans 3 ans, si on demande qui a gagné le Touquet, il y en a beaucoup de personnes qui sauront nous répondre. Et dans 3 ans, on demande qui a été champion de France de sable. Voilà, donc la question se pose pas. Et c'est pour ça que tous les pilotes veulent gagner cette course. Et justement, moi, alors j'ai lu une question, je ne me rappelle plus qui l'a posée, mais est-ce que vous avez un coach, un préparateur physique, un préparateur mental, en tout cas, on va dire un coach qui vous aide à vous préparer en dehors de la moto ou pas, ou est-ce que vous le faites vous? Oui, moi, j'ai une personne qui s'occupe de moi depuis maintenant 4 ans et qui s'appelle Willy Bousteman et qui s'occupe de pilotes comme Richard Fura. Pour ne citer que lui, mais ouais, il s'occupe de nous, il conseille beaucoup sur l'alimentation, sur la préparation physique et pas mal d'autres choses. Et toi, du coup, tu penses que ça, c'est indispensable, c'est quelque chose qui t'a permis de gravir un cap plus vite ou pas, ou est-ce que tu l'aimes bien toi, mais tu le conseillerais pas aux autres? Si, c'est top. Enfin, pour en arriver à mon niveau, au niveau que Damon a, il faut vraiment avoir un préparateur physique qui s'occupe à 100% de nous et qui nous conseille pour les bons et les mauvais choix, on va dire, pour la préparation physique. Ouais, du coup, tu as un coach pour la préparation physique et ensuite, avec Damon, quand vous vous entraînez, vous tirez vers le haut et ça vous aide au niveau plutôt technique, plutôt pilotage. Et après, techniquement, sur la moto, tout ça, j'ai Alexandre Morel qui s'occupe de moi et Romain Boucardet aussi de mon team d'enduro qui s'occupe de moi aussi un petit peu depuis cette année. D'accord. Et toi, Damon, on avait fait un live avec Nico Robin.
Ben, il allait s'occuper de toi, c'est toujours d'actualité? Ouais, donc c'est toujours d'actualité. Donc voilà, c'est la première année que je bosse avec Nico. Moi, je me suis rapproché de lui parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie et voilà, il a un énorme palmarès et voilà, déjà, il faut avoir confiance à son préparateur et entraîneur parce que Nico, bah, c'est lui qui me fait mon programme physique et l'entraînement sur la moto. Donc voilà, ça se passe super bien. Je vois que physiquement et sur la moto, j'évolue encore. Donc voilà, je lui fais confiance et on verra au Touquet. On verra ce que ça donne. D'accord, Bon. c'est une bonne réponse ça. Et on a une question sur le live encore de Aldric qui nous demande, pour tous les deux, à quelle place vous penseriez vous situer sur un Grand Prix comme Valkenswaard? Ouais, c'est vraiment pas la même chose que nous on travaille. Enfin voilà, le niveau GP est vraiment élevé. Voilà, ils ont pas, c'est pas non plus les mêmes motos. Donc voilà, je pense que, enfin moi en mondial, je serais plus plus dans les derniers que sur le devant de la scène. Ouais, il y a une telle différence quand même. Nous n'arrive pas à imaginer la différence qu'il peut y avoir sur une course comme ça de mondial sable et une course comme Saint-Léger par exemple. Pour citer Saint-Léger parce que c'est du sable noir, c'est une différence de vitesse sur un tour qu'il vous manquerait. Ouais, bah après c'est des manches beaucoup plus courtes et avec énormément d'intensité. Donc voilà, non, c'est pas du tout les deux mêmes préparations. Après, enfin, souvent chaque année à Saint-Léger, il y a des pilotes de Grand Prix qui viennent et qui roulent devant en Grand Prix. Et sur des courses de 3 heures comme ça, ils ont dur. Donc voilà, c'est deux disciplines complètement différentes. D'accord. Et si on revient un peu sur le Supercross de Paris, vous Ouais. avez pensé quoi, vous, justement, des prestations un petit peu données par les pilotes? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait rêver de rouler sur une épreuve prestigieuse comme celle-là? Ou est-ce que vous resterez sur le Touquet et ça vous convient très bien et ça, c'est pour les autres? Voilà, c'est toujours fun d'aller voir le Supercross de Paris. Il y a toujours des top pilotes qui viennent. Après, c'est sûr moi, d'un côté de la tête, j'aimerais bien y participer un jour, mais bon, maintenant, c'est vraiment de côté. Et puis maintenant, je me consacre vraiment à 100%, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux courses sur sable. Et puis, on verra un jour pourquoi pas y aller. Mais bon, faut vraiment avoir un très bon niveau et on peut pas y aller là-bas n'importe comment. Et toi, justement, Damon, quand tu étais plus jeune, tu rêvais plutôt de gagner le Touquet? Ou est-ce que tu rêvais plutôt de gagner un championnat US de Supercross? Ouais, bah, je pense que quand on est petit, on regarde plus le Supercross US à la télé. Mais bon, après voilà, pour faire du Supercross, faut déjà avoir sa piste à soi et voilà, on n'avait pas les moyens avec ma famille pour avoir une piste. Donc, mon papa m'a emmené dès le plus jeune âge dans le stable. Voilà, au fil des années, ça s'est bien passé et je me suis orienté là-dedans. Ouais, ça a bien marché pour toi, du coup. Vu que tu es déjà vainqueur de Touquet, tu as quand même coché quelque chose de grand dans ta carrière. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est déjà bien. C'est quoi? J'ai une petite question par rapport à ça. Ta victoire en Touquet, t'avais quel âge? T'avais 21 ans, quelque chose comme ça? Ouais, 21, ouais. 21, c'est quoi le record du plus jeune vainqueur du Touquet du coup? Je pense que c'est Arnaud Demester de quelques mois. Il Ah avait ouais. 21 aussi, mais ouais, c'est joué à quelques mois. Ouais. Bon, ben, Maxime, tu sais ce qu'il te reste à faire à 20 ans. Ouais. Ouais, Là, c'est cette année. c'est cette Faut année mettre ou tout le monde jamais. d'accord. C'est ça. Bon, D'accord. Et bon, pour revenir au Supercross, pardon, je suis revenu un petit peu en arrière, mais vous avez pensé quoi du niveau français justement? Tu disais à des mondes qu'il faut vraiment s'entraîner à Supercross, et ce qui est normal si t'as pas de piste chez toi et tout ça, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé quand même les Américains, ouais, vraiment supérieurs dans cette discipline. Mais vous pensez que nous, avec le championnat qu'on a en France et les moyens qu'on a, est-ce qu'il y a moyen de rivaliser avec les Américains en restant sur le sol français? Ouais, on a très bien vu que les Américains étaient vraiment très forts. Après, voilà, c'est pas non plus, je pense pas que c'est les mêmes budgets quand on voit leur piste d'entraînement et la piste des top pilotes français. On voit que c'est vraiment pas pareil. Et voilà, même ce qui est travail sur les motos, les mécanos, les usines qui sont là. Voilà, je pense que tous les Français aujourd'hui sont pas des pilotes usines pour le Supercross. Ils font tous avec leurs propres moyens et leurs partenaires. Donc voilà, je pense que franchement, ils se sont bien défendus au Supercross de Paris. Ouais, il roulait bien. Ouais, Mais après on avait Dylan Ferrandis qui se décrochait un petit peu du lot parce que lui, il a, je pense, le rythme de là-bas.
Il y a à peine un léger écart entre les premiers, Osborne, Anderson, Ferrandis et le groupe à Souberas, Nico Aubin, etc. Et il y avait de visu, un petit écart entre ces pilotes-là qui, à mon avis, pas très très difficile enfin, pas très, on va dire. Il n'y a pas énormément de secondes à gagner ou de dixièmes à gagner pour ces pilotes-là, mais ces dixièmes sont très durs à gratter. Mais voilà, du bord de la piste en tout cas, ça donnait ça. L'écart se creusait surtout dans les whoops. C'est ce qu'on a pu observer nous du bord de la piste. C'est vrai que les whoops étaient quand même raides. On avait une série qui était assez longue surtout. Et les pilotes américains, je pense, étaient un peu plus habitués à ce genre de difficultés que nos petits Français. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous du bord. Bah, c'est sûr que la vitesse de passage dans les hoops des Américains et on va dire de nos Français, il y a quand même un écart, mais enfin, il y a certains Français qui sortent un peu du lot dans les hoops. Du coup, c'est vraiment pas mal de les voir se battre avec des Américains. Ouais, Ouais, même à SX2, là, c'est vrai on parlait pas mal du SX1, mais à SX2, je trouve que le constat était le même. Je pensais pas même autant parce que c'était pas non plus. C'était pas les meilleurs Américains, hein. Ce sont plutôt des pilotes d'Arena Cross, on va dire. Peut-être pas McAdoo, qui lui est un pilote de Supercross, il a roulé pour Geico. Mais la vitesse dans les hoops, c'est moi ce qui m'avait surpris, surtout, c'est l'agressivité, quoi. C'est qu'ils perdent pas de temps pour doubler. Et même des fois, ça se frotte en l'air, c'est pas grave. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça, de ce pilotage à l'américaine, on va dire. C'est vrai que McAdoo a vraiment beaucoup d'attaques et il n'hésite pas, on va dire, à couper en deux les pilotes. Il veut vraiment doubler rapidement et pas perdre de temps avec ça. Ouais, ça y a plutôt bien réussi quand même, parce que c'est vrai qu'il partait pas dans les devants, il partait tout le temps entre la cinquième et la dixième place et il remontait vite. Il était pourtant pas beaucoup plus rapide que les trois premiers, mais il arrivait à remonter vite parce qu'il était incisif. Et ça faisait plaisir à voir quand même, un pilotage un peu agressif. De temps en temps, c'est pas mal à voir, tant que c'est pas dangereux, je trouve que c'est pas mal. Vous en pensez quoi justement de ce pilotage un peu allez, borderline, on va dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez du bord de la piste ou pas? On va dire un pilotage à la McAdoo, un pilotage à la Barcia. Ah, c'est sûr que c'est toujours beau avoir du bord de la piste, mais bon, c'est vraiment limite. C'était vraiment limite ça fait un moment, donc. Mais ouais, quand ça passe, c'est vraiment beau à voir du bord de la piste. Ouais, justement, on pense à une bataille, une bataille. Départ avec Roussali, c'était chaud, l'air ça s'est croisé, on a eu peur pour les deux pilotes. Et voilà, lui, je pense que McAdoo, ça l'a pas refroidi, il devait avoir le cœur à 180, mais tant pis, il a continué. Et c'est chaud, c'est joli à voir quand même, mais c'est chaud. Sinon, On a une petite question juste sur le live de Romain Matteo qui demande si un pilotage agressif comme ça serait bénéfique dans le sable. Ouais, bénéfique, je pense pas parce que faut emmener la moto au bout des 3 heures. Et voilà, après, il faut essayer de rouler à l'économie le plus possible pour tenir au bout des 3 heures. Et je pense qu'un pilotage comme ça, on n'en voit pas beaucoup sur les courses de sable. ouais, c'est plus couler à l'économie et pour tenir autant au niveau mécanique qu'au niveau physique, quoi. Au niveau technique, pas trop faire le bourrin avec la moto et l'emmener au bout des 3 heures. On a une question de Philippe qui est intéressante, qui nous demande si, à votre niveau, vos parents sont indispensables. Ouais, les parents sont toujours indispensables. Ceux qui nous ont élevés, ils nous connaissent mieux que tout le monde. Donc voilà, enfin moi sans mes parents sur une course, ce serait vraiment compliqué. Ouais, c'est un apport qui est supplémentaire à un coach ou pas. Ah ouais, c'est toujours bien d'avoir, on va dire, nos parents à nos côtés. Ils nous apportent beaucoup, comme Damon a dit, et puis, enfin, ils nous connaissent vraiment bien, et puis c'est toujours cool de temps en temps qu'ils nous donnent des conseils et tout, différents de notre entraîneur, ou des fois, pareil, c'est vraiment précieux. Et je reste avec les questions. On a Stéphane qui nous demande votre programme après le sable en 2019. Pour moi, après la saison de sable, cette année, j'ai fait ma première saison enduro avec le team Yamaha Bonneton Enduro. Et pour la saison prochaine, j'ai re-signé avec eux et je reparticiperai à l'intégralité du championnat de France d'enduro et pourquoi pas 2 ou 3 grands prix dans la saison. D'accord. Et pour toi, du coup, Damon? Moi, je vais faire le championnat de France élite complet
Et après, je vais faire quelques épreuves du championnat allemand. D'accord, parfait. Et tant qu'on est sur le live, on a Vincent qui dit bienvenue à Camille Chapelière sur le live. Donc les gars, si vous voulez lui briser le moral dès maintenant, vous pouvez. C'est là que ça se joue. C'est la guerre du clavier et ça part de là. Après, c'est sur la piste que ça se règle. Mais... D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont meilleurs au clavier. Vous entendez bien entre pilote sable? De quoi? Ça a coupé un peu, Nico, vas-y. Ah, ça a coupé un petit peu. Non, je voulais demander, vous entendez bien entre pilote sable? Il y a beaucoup de respect sur la piste aussi? Ouais, on s'entend. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des hauts et des bas entre pilotes, mais enfin, moi, personnellement, j'essaie de m'entendre bien avec tous les pilotes et sur la piste, ouais, ça se respecte pas mal. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez justement? Je suis en train de lire là, on avait noté le crash de Weston Pike en Supercross. Si je fais la parallèle entre le Supercross et le Touquet, ce sont deux disciplines qui sont assez dangereuses. Et enfin, le Touquet et le sable, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de vitesse. Et en plus des concurrents qui peuvent chuter derrière les sauts, des choses comme ça, qui compliquent un petit peu la course. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez, vous, ou pas du tout? Vous vous dites qu'il ne faut pas y penser pour être le meilleur possible? Bah, c'est compliqué à se dire, mais il faut vraiment pas y penser et avoir l'impression que l'on roule tout seul. Enfin, surtout avec les amateurs, tout ça, faut vraiment pas y penser et faire notre course sans penser à eux. Et du coup, pour toi aussi, Damon, c'est la même chose, tu y penses pas, tu fais abstraction de ça? Ouais, je pense que si on pense à ça, je pense que ça sert à rien de prendre un départ. Aujourd'hui, on sait les risques qu'il y a, mais voilà, on est tous pareils, on veut tous aller chercher la limite. Et voilà, ouais, comme Maxime l'a dit, faut vraiment se mettre dans sa bulle et faire sa course et essayer d'être le plus rapide possible. Ok, Il y a beaucoup de pilotes amateurs, tu l'as dit, Maxime, pas mal de pilotes amateurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez ça à l'entraînement, justement, de se retrouver sur des circuits avec beaucoup de monde pour apprendre à éviter et tout ça, ou ça sert à rien et en fait vous improvisez le jour de la course? Non, non, je sais que moi j'aime bien, et Damon aussi, je pense, aller s'entraîner à Lune Plage le week-end ou sur d'autres terrains, mais bon, c'est principalement Lune Plage le week-end où quand il y a plein de monde, c'est vraiment là que on peut s'entraîner, on va dire, à faire des dépassements et pas se poser de questions le jour de la course. en condition de course. Et voilà. Ouais, si on revient un petit peu au Supercross de Paris, on a vu un gros crash de Weston Pike, et du coup, Nico, tu avais des infos un petit peu sur son état de santé? J'ai eu des infos là encore, il a subi une opération de 7 heures d'affilée pour juste la mâchoire. Alors il a une dizaine de fractures au visage. C'est assez grave. Il va se récupérer à 100% a priori. Le cerveau est pas touché. Ils l'ont réveillé, il est plus dans le coma. Donc voilà, c'est assez compliqué parce qu'il est méconnaissable évidemment avec 10 fractures au visage, c'est compliqué. Mais voilà, l'urgence c'était de réparer sa mâchoire pour qu'il puisse respirer seul. C'est chose faite. Donc voilà, les nouvelles sont plutôt bonnes. Après, il y a des complications, comme d'habitude aux États-Unis. C'est pas la France, même si nous, on n'a pas de chance parce que le gasoil a encore augmenté, donc c'est compliqué. Mais eux, là-bas, ils ont d'autres problèmes avec la santé et c'est chaud. Weston Pike, ils ont ouvert une cagnotte là sur Road to Recovery. Donc ceux qui veulent faire un don, ils peuvent y aller. C'est en anglais, mais je pense que ça sera bien apprécié parce que il faut le ramener sous assistance médicale. L'avion, c'est loin d'être gratuit. Ça va être très compliqué pour lui. Son assurance ne couvre pas du tout ces frais-là. Donc voilà, c'est compliqué. Et par Ouais. rapport à ça, les gars, justement, vous, en France, quel statut vous avez par rapport à ça? Vous êtes comme tout le monde? Vous avez la Sécu? Vous avez des assurances particulières? Moi, en fait, avant, j'étais écolier, donc, et depuis maintenant 2 ans, je fais plus que de la moto. Du coup, j'ai une assurance à côté. Ouais, parce D'accord. qu'après, c'est quand vous sortez de l'Europe, en fait, que ça se complique, non? Oui, voilà, c'est quand on sort de l'Europe, s'il nous arrive quelque chose, en fait, on n'est pas assuré ou quoi, donc du coup, on a une assurance à côté. D'accord. Et d'une manière plus générale, vous avez pensé quoi, vous, personnellement, du show à Paris? Ouais, c'est toujours beau à voir. Il y avait vraiment, déjà, il y avait des top pilotes. Et après, enfin, voilà, l'ambiance, les speakers, ils étaient au top, les pilotes pareil. Et la présence de Zapata aussi, c'était vraiment quelque chose de beau à voir. Donc, non, franchement,
je le recommande à tout le monde pour l'année prochaine. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, en étant là-bas, c'est vrai qu'on a vécu un show qui était vraiment beau, autant le samedi que le dimanche, même si c'est un peu répétitif au niveau des animations. Ça reste quand même joli. Le fait qu'il y ait eu Zapata, ça apporte une plus-value à mon avis. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est vraiment pas mal. Et je vous demande ça parce qu'on a vu pas mal circuler sur Facebook des personnes qui, derrière leur écran, n'avaient pas ressenti ça peut-être, qui avaient eu une impression un peu de plus d'animation que de course. Et je vous le demandais parce que moi, très franchement, ça ne m'a pas choqué. Je pense que les courses ont été de qualité, les animations aussi. Donc bon, Nico, tu en as pensé quoi toi? Ouais, pareil, moi honnêtement, je me suis régalé. C'est quand même un show. Enfin, tout est top, quoi. Tout est fait en grand. C'est pas l'organisation d'un motocross nocturne de chez nous, tu vois. Là, c'est du lourd. Il y a tout qui va bien. Après, je sais pas. Nous, c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir se balader dans les paddocks et tout ça. Ceux qui doivent prendre leur place assise et qui ne voient que les courses, peut-être que voilà, ils peuvent être un petit peu déçus. Il y a peut-être beaucoup d'animation. Moi, je sais que bon, les pom-poms et tout ça, ça me saoule. Je trouve pas ça intéressant. Voilà, c'est peut-être les seules critiques qu'on peut donner, mais après le reste, c'est vraiment un show de qualité et je le recommande à tout le monde. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas, hein, on peut ne pas aimer certaines animations, mais dans l'ensemble, c'est quand même un show pas mal. Après, c'est vrai que le fait d'aller dans les paddocks, ça apporte quand même quelque chose en plus que de rester assis à sa place pendant toute la soirée. Mais bon, moi je conseille aussi de prendre la place paddock parce que c'est vrai que c'est bien d'aller voir les pilotes, on est quand même assez proche et c'est pas mal. On voit des pilotes comme Marvin Musquin justement et on a une question en commentaire c'est Florian qui nous demande si on regrette la non-présence de Marvin Musquin. Alors allez-y les gars, Démon ou Maxime. C'est sûr que ça aurait été cool de voir Marvin au Super Bowl Paris, mais après, il s'est blessé à l'entraînement et je pense que c'est préférable qu'il se repose et qu'il se fasse peut-être opérer de son genou que on va dire, de gâcher sa saison au Supercross de Paris et de ne pas pouvoir participer au Supercross US. Vous l'auriez vu devant par rapport à Jason Anderson? Ouais, je pense que ça aurait fait vraiment une belle bagarre parce que c'est vraiment deux super pilotes. Et ouais, je pense que si Marvin aurait été là avec Jason, ça aurait vraiment fait des super belles finales. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, on avait trois manches avec une durée plutôt courte sur la première, ça s'allongeait à la seconde et assez longue à la troisième. Et c'est vrai que sur la troisième manche, on voyait que les écarts se creusaient quand même énormément, et c'est là où on voyait la différence entre Jason Anderson, Zach Osborne et les autres pilotes. Donc c'est vrai que quand même, le niveau américain, à mon avis, est un cran au-dessus et on le voit sur les durées de manches assez longues. Et d'ailleurs, on se l'est dit avec Nico, on s'est dit, ah, là, on va s'ennuyer parce qu'à partir du 3-4e tour, quand on commence à avoir Jason Anderson devant, Zach Osborne derrière, on avait Dylan Ferrandis qui remontait un petit peu, mais c'est vrai que bon, ça gâchait un petit peu le suspense. Vous pensez, il y a Elodie qui nous demande bon, si on pense qu'il y avait moins de monde par rapport aux années précédentes. Moi, je trouve pas. Je pense que samedi, c'était plein à craquer. Dimanche, il restait quelques places, mais c'était quand même pas mal rempli. Ça faisait du bruit, surtout quand Ferrandis était en pleine remontée. Et elle nous demande aussi si une catégorie en plus, ça serait pas mal. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je verrais bien une catégorie comme la Monster Cup, une catégorie 85 cm3 avec des bons pilotes. Tu vois, ça leur permettrait de sortir, ça leur permettrait d'être vus au niveau de leurs partenaires. Donc je pense que ça serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors, soit 85, soit peut-être junior en 125. Ça pourrait leur permettre d'avoir une exposition. Ces jeunes pilotes s'intéresseraient peut-être encore plus au Supercross, vu qu'il y aurait le challenge SX de Paris, qui représenterait un touquet du Supercross. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, je pense que ça pourrait vraiment être pas mal. Après, même que ça soit en 85 ou en 125, déjà pour leurs partenaires et leur faire qu'ils aient la chance de rouler au Supercross de Paris. Alors, moi, je vois, j'avais essayé un peu de Supercross en 80 justement pour avoir cette sélection-là pour Paris et malheureusement, c'était les 125 qui étaient pris. Mais non, je pense que ça serait vraiment ça serait un sujet à ouvrir. Ouais.
Ouais, tu vois, très franchement, je pense aussi qu'il manquerait peut-être quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a des animations, bon, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas vu la soirée en entier, on a une animation où les gens courent avec un guidon. Bon, c'est marrant, c'est vrai que ça fait rire un petit peu. On a une animation avec des pit bikes, les YCF. C'est pas mal aussi, mais ce sont des jeunes pilotes, mais c'est plutôt une démonstration. Mais une course 85 ou une course 125, ça peut être intéressant, ça peut rajouter un petit peu de course pour ceux qui se plaignent de ne pas en voir assez. Et c'est vrai que les jeunes pilotes auraient le couteau entre les dents, ça serait plutôt intéressant. Donc c'est peut-être, Nico, tu vas lancer l'idée à Monsieur Perronard. Ouais, je pense que Monsieur Perronard ne manque pas d'idées et je pense qu'il est à l'écoute en plus, donc il va pour que le show soit de mieux en mieux. C'est sûr que bon, nous on n'a pas trop regardé ça, mais après, il faut comprendre que ça se fasse. C'est un partenaire qui donne beaucoup d'argent, je pense. C'est quelque chose qui est vu par beaucoup de personnes. Voilà, c'est sûr que si tu remplaces par des pilotes 85, peut-être que ce même partenaire aura moins de visibilité. Non, peut-être pas remplacer, mais tu sais, la soirée est quand même longue, hein. Je pense qu'il y a de la place pour pas mal de choses. Alors voilà, peut-être réduire un petit peu les shows, peut-être que Zapata ne viendra pas chaque année, donc voilà, peut-être qu'il y aurait moyen de rapporter quelque chose en plus. Et je pense qu'une famille qui ne connaît rien du tout au motocross, si elle voit des 85 commencer à prendre des doubles, commencer à essayer de dribbler les whoops, tu vois, ça peut être intéressant. Vous pensez que la piste, elle est adaptée, les gars, pour des 85? Non, non, je pense que la piste, s'ils veulent accueillir des 85 ou des 125, il faudrait revoir la taille des sauts, par exemple, le triple d'arrivée. Enfin, ça, en 85, c'est vraiment impensable. Même en 125, je pense c'est vraiment chaud. Ça doit passer limite. Mais sinon, ouais, ça pourrait être cool, mais il faut vraiment revoir un peu la taille des sauts et le tracé. Ouais, nous on était allé à la Monster Cup à Las Vegas et tu vois les sauts étaient gros mais du coup on avait des 85 quand même qui passaient un triple. C'était quelque chose d'impressionnant, on avait que les 4 premiers qui le passaient ce triple là et c'était Bah, il y avait plus d'élan aussi. il y a un C'était peu quand plus même le stade d'élan, est plus il y a un peu grand. plus d'élan mais en termes de longueur il était immense et c'est vrai qu'on entendait le cadre claquer à chaque fois mais bon c'est joli à voir, c'est joli même s'il y a que 4 pilotes qui passent, c'est joli. Là c'est vrai que celui de Paris en 85 je pense qu'il serait pas passé du tout. C'est Euh, clair. Florian nous demande ce que l'on pense du freestyle. Alors, Après, c'est. ah, euh, ça a coupé Maxime, excuse-moi. Je disais, ouais, le freestyle, c'est aussi une discipline différente et voir les figures qui nous sortent d'année en année, voilà, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, moi, je connais assez bien Tom et Tom Pagès. Et ouais, franchement, ils ont énormément de mérite. Et même là, passer le double back ou le front flip, franchement, c'est beau aussi à voir. Ouais, moi Vous aussi, pensez qu'ils se préparent physiquement? Alors, bon, je pense qu'ils sont loin de votre préparation à vous pour enchaîner les tours pendant 3 heures. Mais vous pensez que le freestyle, ça s'est quand même professionnalisé dans ce sens-là? Ouais, je pense que ça s'est professionnalisé comme discipline. Je pense que d'heures sur la moto, beaucoup d'assouplissement et ouais, voilà, je pense que c'est énormément de répétitions sur la rampe ou que ce soit dans le bac à mousse. Voilà, c'est énormément d'heures de travail. et sachez les gars que Nico a fait le backflip dans le bac à mousse quand même. C'est vrai. Bah, attendez, le pari, peut-être qu'ils le connaissent pas, mais c'est que si je passais le backflip sur le dur, Blaise devait s'inscrire au Touquet 2019. Et ça, croyez-moi, ça m'a motivé pour faire le backflip. Bon, malheureusement, je me suis arrêté à la mousse parce que c'était un peu chaud. La transition mousse dur, il y avait pas trop de, tu vois, il y avait pas de réception avec mi mousse mi dur, ça n'existe pas encore. Et j'ai eu un peu peur. Mais pourtant, j'aurais bien aimé voir Blaise au Touquet. Mais on va trouver un autre défi. Et je peux vous dire que tout à l'heure, on parlait des pilotes qui vous font chier. Ben, Blaise, je pense il y a moyen qu'il vous fasse chier devant et tomber derrière une table, ça serait le genre. Ouais, je m'entraînerai pendant 6 mois, t'inquiète pas, le jour où ça arrive, j'irai dormir chez Bud, je pense. Je Ça serait quoi demanderai- votre conseil pour Blaise là, pour faire son premier Touquet, sachant que c'est un pilote 100% de terre? Après, il y a beaucoup de pilotes qui viennent au Touquet et qui n'ont jamais roulé dans le sable de leur vie et ils participent au Touquet. Après, c'est sûr qu'il faut un minimum d'entraînement s'il veut pas trop en chier.
Et justement, Nico, on avait la question du jour qui ressemblait un peu à ça, donc je vais te laisser la présenter quand même. Aïe, 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 la question du jour. Je les vois, nos invités, ils en peuvent plus, ils l'attendaient depuis tout à l'heure. C'est la question du jour présentée par CBO, les magasins CBO et 8racing, 8racing.com. Tout simplement, si vous voulez une belle déco, même si vous roulez dans le sable, de toute façon, il en faut une par week-end parce que vous poncez votre moto, et bien 8racing.com. Et la question du jour, je vous la pose pour vous, les gars. Comment préparer le Touquet au mieux quand on a un travail à côté? Alors, c'est pas votre cas, je suppose. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais pour voilà, des gens, je sais pas combien il y a d'inscrits au Touquet, mais je pense qu'il y en a un bon paquet, je dirais même 80-90% qui ont un boulot à côté. C'est quoi la meilleure solution pour préparer une course comme ça? La meilleure solution, c'est voilà, essayer après le travail, de faire du sport à côté, parce qu'après le travail, c'est sûr qu'on peut pas aller s'entraîner. Donc voilà, beaucoup de à côté. Après, dès qu'on a une journée libre, sur la plage ou même ici dans le sud, et faire le sport aussi. Du coup, tu préconiserais combien de jours d'entraînement, toi, minimum dans la semaine? Voilà, le minimum dans la semaine, on fait souvent allez, 2 à 3, allez, souvent mardi, mercredi, jeudi, ou rien que mercredi, jeudi, et après le week-end, samedi, dimanche. D'accord, donc quelqu'un qui travaille peut s'entraîner par exemple samedi, dimanche, on va dire. Samedi, dimanche ou samedi, dimanche plus mercredi peut-être. Et voilà, une personne qui travaille la semaine peut essayer de faire ça, ou même juste le week-end, il peut très bien se sortir au Touquet et on va dire pas trop galérer. Parfait. D'accord. Bon, ben merci beaucoup les gars, c'était cool de vous avoir tous les deux, de avoir que des mondes qu'on avait vu ce week-end à Paris qui a gentiment accepté de venir ce soir. Donc vraiment merci d'être venus à deux, vous êtes en pleine saison, en pleine préparation. Je suppose que ça faisait pas partie du programme ça. Nico Robin risque de t'engueuler des mondes, ça c'est sûr. Nico Aubin d'ailleurs qu'on a vu aussi ce week-end à Paris qui va refaire un live avec nous, donc ça sera certainement après le Touquet. Justement, on verra un petit peu ses impressions par rapport à sa deuxième casquette de coaching par rapport à toi, Damon. Donc ça peut être intéressant aussi de lui poser des questions là-dessus. Et en tout cas, comme tu l'as dit Nico, merci beaucoup à vous d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Ça fait plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir invités au live. Bon, mais Ça marche les gars, bon, bonne chance à à très vous deux. bientôt. Bonne chance à vous deux et mettez du gaz pour toutes les courses de sable et surtout pour le Touquet. Pas de souci, merci à vous. Allez, Merci. salut. Allez, salut. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.